La particularité de Yamoussoukro est que les routes sont bien grandes et il n'y a pas d'embouteillage et il fait beau temps ici. Quand vous venez à Yamoussoukro, je vous invite à aller à Bonzi parce qu'il y a un presqu'île là-bas qui est très agréable. Je vous conseille d'aller visiter le lac Kayuma qui se trouve en face du palais présidentiel du Fouet. La particularité ici à Yamoussoukro, la vie est moins chère, on a les grandes voies, les maisons ne coûtent pas cher. Ici, on vit paisiblement. Chez nous, à Yamoussoukro, nous avons de très bonnes qualités de pain baoulé. Il y a toutes sortes de designs et puis ça ne déteint pas, c'est les vrais pains. La particularité du pain baoulé, il est unique à son genre. On ne peut pas le retrouver même en Europe, même dans d'autres pays ici, pas en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Viens chez moi à Yamoussoukro. Viens chez moi à Yamoussoukro. Ici, l'une de nos spécialités, c'est le filage du coton pour le tissage du pain baoulé. Christy, on te met au défi de filer du coton ici à Yamoussoukro. Bienvenue chez moi à Yamoussoukro. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je suis chez moi, à Yamoussoukro, chez mes parents baoulés. Yo, Baanima Mimou, yo. Bonjour à toutes et à tous. Je dis que la découverte d'aujourd'hui sera mazo. Ça veut dire que ça sera très intéressant. Je vous assure que nous allons découvrir Yamoussoukro autrement. La ville natale du père fondateur. La ville aux 1000 charmes. La fierté des Nananfouais, des Akouais en particulier et des Ivoiriens en général. Au sommaire, nous allons faire des visites dans de chics points ici à Yamoussoukro. Et après, nous allons partir pour notre savoir-faire dans un charmant petit village. On va voir comment nos mamans, avant, filaient le coton pour obtenir le fil qui sert au tissage du pain baoulé. Et là, l'artiste James Kokobi nous ouvrira les portes de chez lui dans le portrait de la semaine. Mon défi va venir maintenant. Je serai alors confrontée à mon challenge, celui de filer du coton. Si je réussis, nous allons terminer en beauté avec un bel insolite qui nous donnera envie de jouer à la moto-moto. Je dis que, est-ce que vous êtes prêts même? 5, 4, 3, 2, 1, place à la découverte de Yamoussoukro. On connaît tous Yamoussoukro pour ses monuments exceptionnels tels que le somptueux palais présidentiel bordé du lac aux crocodiles sacrés, l'admirable fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le joli hôtel président ou encore l'incontournable basilique Notre-Dame de la Paix, reconnue comme étant la plus haute basilique du monde, le monument religieux ayant le plus grand dôme au monde, l'édifice religieux ayant la plus grande superficie de vitraux au monde et construite de 1986 à 1989, c'est également la basilique ayant le plus court temps de construction au monde. Mais aujourd'hui, je vous invite à découvrir Yamoussoukro, ce mélange irrésistible de modernité et de routine villageoise sous une autre facette. Rien qu'à penser à ces choses merveilleuses à découvrir, des sentiments déferlent. J'ai une explosion ébouriffante de désir, de gratitude, d'émerveillement qui m'étreignent. Chez nous, on dit « Tché, blague à pas, hein. Le père fondateur a fait un bara de fond à Yapon. » Je trépigne d'impatience
pour ma première découverte du jour, le village Bonzi. Il a abrité l'école où le président Houphouët a entamé son cursus scolaire au XXe siècle. J'adore cette ambiance villageoise, cette air pur qu'on y respire et les gens sans fioritures qui y vivent. Ma chérie, bonjour. Bonjour, ma chérie. C'est où le chemin pour aller à la Stèle? C'est par là-bas. Par là-bas, hein? Merci beaucoup. Bien évidemment, l'école n'existe plus. Mais, comme on a pu le voir, une stèle a été érigée en son honneur. Je n'étais encore jamais arrivée ici depuis que je vis à Yakro. Je suis heureuse de connaître ce joli village. Après ce Bonzi, un autre m'interpelle. Alors là, je viens de quitter le premier Bonzi. Je vais au second pour aller découvrir le confluent. Suivez ce qui va se passer. Ça y est, nous y sommes. Je suis au confluent, ou si vous voulez, à la presqu'île. Pourquoi confluent ou presqu'île? Tout simplement parce que ici, nous avons la rencontre de deux grandes eaux. Nous avons le banc d'amas rouge d'un côté, beaucoup plus foncé, et le banc d'amas blanc de l'autre côté, moins foncé. Les deux eaux se rencontrent pour former le grand banc d'amas qui coule jusqu'à vers Tabo, etc. Donc, c'est la rencontre de ces deux eaux qui est appelée le confluent ou la presqu'île. Vous savez quoi, très chers téléspectateurs? Nous avons un mystère africain derrière ce confluent. Eh bien, regardez cette pierre au beau milieu de l'eau. Elle ne s'immerge jamais. Quelle que soit la montée des eaux, jamais la pierre ne s'immerge. Lorsqu'on ne voit plus la pierre, lorsque la pierre est immergée, eh bien, c'est annonciateur d'un grand malheur dans le village. Attention, l'eau est très dangereuse. Interdiction absolue de nager. Sinon, comme on dit dans le jargon ivoirien, tu vas luler. Allez, je poursuis ma découverte. C'est fini pour l'Inside. J'entame à présent le savoir-faire. Un savoir-faire inédit de la région exceptionnelle à voir et à découvrir aussi absolument. Suivez-moi. Faut dire qu'on ne finit jamais de découvrir notre beau pays et ses secrets, ses mystères africains. Pour moi, qui voyais Yamoussoukro seulement qu'à travers le prisme des monuments, aujourd'hui, je ressors de cette presqu'île totalement fascinée et mon petit doigt me dit que je ne suis pas au bout de mes surprises. On a tous déjà entendu une fois au moins du pain baoulé. Mais savez-vous comment est-ce qu'il est confectionné? Mieux, savez-vous comment est-ce qu'on obtient le fil qui leur permet à ces tisserands de confectionner véritablement le pain baoulé? Eh bien, aujourd'hui, dans ce numéro inédit de Viens chez moi, je vous emmène à la découverte du pain baoulé grandeur nature, de la confection du coton au fil et du fil au tissage jusqu'à obtention de ce magnifique joyau, cette tenue traditionnelle qui enjolive nos cérémonies, le pain baoulé. Eh bien, ça va se savoir tout de suite. Suivez-moi. Vamos. Yo. Oh, Antio. Yo. Good evening. Yo. Merci. Merci.
Papa, pourquoi est-ce que on parle de Bomi Zambo en matière de tissage de pagne? Quand la reine Pokou traversait le fleuve, et il est venu avec des gens, mais la reine Pokou est arrivée à Bomi, nous étions sur place. Et c'est avec nos ancêtres, il est venu prendre du feu, et le Bomi l'a accompagné jusqu'en Dranois, vers Sakassou. Et c'est là-bas qu'il est resté. Elle est restée. Donc le tissage, au moment où la reine venait, il installait des gens un peu partout sur les terres. Et nous avons fait, on a fait frontière avec le peuple Gouro. Et comme on a même frontière, on partait chez les Gouro venaient chez nous. Et un jour, on a eu à voir le Gouro en train de tisser le paille. On a regardé, on dit, ah, donc, on peut faire ça aussi. C'est là qu'on est venu et on a commencé à perfectionner. Et au fil du temps, d'abord, on a battu les Gouro, parce que ce qu'on fait actuellement, ils ne savent pas le faire, ils ne peuvent pas le faire. Va le mettre. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Vu l'épaisseur du paille, du tissu, vous allez voir, même si vous allez regarder comme ça, vous n'allez pas pouvoir voir l'extérieur. Mais d'autres pailles, quand tu regardes, tu vois. On voit à travers. On voit à travers. Mais est-ce qu'il y avait une catégorie particulière de personnes qui étaient habilitées à porter ce pagne baoulé dans le temps? Dans le temps, il faudrait être d'abord chef du village, une reine, un roi. Donc le pagne baoulé marquait la catégorisation sociale. Justement. Merci beaucoup, Nana. Okay. Merci beaucoup. Et je vous donne vraiment une bonne route. Vous allez trouver les femmes tout à l'heure. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Et puis, c'est vous d'apprécier. Hein. Vous allez apprécier ça et puis comment il faut le faire. Donc, vraiment, bonne route, et bon chemin. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup, Nanan. Merci infiniment. Merci. Alors là, avec toutes ces bénédictions du Nanan, je pars maintenant rencontrer de près ces femmes qui permettent justement d'obtenir le fil qui va servir à tisser le pagne baoulé. Je pars les rencontrer au champ, on va les récolter ce coton-là, on va le travailler ensemble et puis on va le remettre aux garçons qui vont récupérer ce travail-là jusqu'à l'obtention du produit fini, le beau pagne baoulé qu'on porte avec fierté. Oh là là, j'ai hâte vraiment de découvrir toutes ces étapes-là. Très chers téléspectateurs, je vous envoie en immersion. Suivez-moi. Merci beaucoup, bébé. J'ai entendu parler du village Bomi Zambo. On m'a dit qu'avant, il y a très longtemps de cela, il y avait une manière particulière de faire du coton. Du coton, on obtenait le fil qu'on appelle le filage. Et avec ce fil-là, on prenait pour faire le tissage du pagne baoulé. Donc, c'est pour cela que je suis venue aujourd'hui voir comment est-ce qu'on faisait. Donc, Kofi Ama, explique-moi ce que les mamans sont en train de faire. Explique-moi étape par étape ce que vous êtes en train de faire. Le coton, comment on obtient le coton? Pour avoir le fil de coton, on plante la graine de coton au champ. On va planter ça en brousse. Ça pousse, ça fleurit. On récolte.
En voilà aussi. Là, on les met au soleil à sécher. On prend le cardage pour trier afin d'enlever les mauvais grains et peigner. On prend ensuite la machine à filer pour enrouler et ça devient long comme ça. Et les garçons le tendent et le sèchent pour tisser le pagne. Ça prend combien de temps pour obtenir du fil pour un pagne pour femme? Ça prend combien de temps? Pour tisser le pagne, il faut entre 1 à 2 semaines pour faire le fil de coton et le donner aux hommes. Comme on va au champ, on peut aller jusqu'à 3 semaines pour faire le pagne. Je suis vraiment au paroxysme du bonheur, entourée de mes mémés. J'ai eu l'information qui vient vraiment de, comme on le dit, de la bouche de la carte pour dire l'information vraie. Donc, maman, maintenant que moi j'ai les informations, moi aussi, je vais bien regarder ce que tu fais là. Et puis, j'ai un défi. Je dois faire même chose pour avoir le fil. Si j'ai réussi à faire le fil, que tu juges que j'ai réussi là, je serai très contente. Est-ce que tu m'as expliqué? Moi aussi, je dois faire le travail là. Quand je venais, là, vous étiez en train de chanter la chanson là. Maintenant que je sais comment vous faisiez avant, est-ce qu'on peut reprendre la chanson là un peu? Je vais chanter un peu avec vous. Yo, maman. Voilà. Allez, je fais mes au revoir au moment. Elles étaient à la première étape du tissage du pagne baoulé. Il s'agissait de la filation, obtenir le fil du coton. Voilà. Donc, on a expliqué toutes les étapes. Là, maintenant, on va aller voir les hommes parce que cette étape était réservée aux femmes. On va aller voir les hommes vu que c'est un travail à la chaîne. Donc, on va voir comment est-ce que les hommes travaillent le fil que les femmes ont travaillé. Comment est-ce qu'ils arrivent à partir de ce fil-là à nous sortir le pagne baoulé qu'on connaît, qu'on porte élégamment. Allez, 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 suivez-moi. Maman, au revoir. Bon. Au revoir. Yo, yo. Bonjour, monsieur Atoumré. Bonjour. Comment ça va? Bien. Tu es le président des tisserands de ce village, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et là, tu es en train de tisser? Je suis en train de dresser le fil. C'est l'étape du dressage du fil? Du fil pour obtenir le fil de chêne qui va concourir au pagne. D'accord. Donc ça consiste à quoi exactement cette étape-là? Cette étape-là consiste à faire un certain nombre de tours sur les barres de fer, c'est-à-dire faire 302 tours. 302 tours? Oui, 302 tours, 303 tours. On part comme ça, on vient, on part? Ça, oui. Hein? Oui. Ben, c'est comme si on courait un marathon alors? Bien sûr. Pour un pagne homme, il faut 17 bandes, donc à raison de 320 mètres par bande. Donc on calcule, c'est en fonction de ça qu'on fait le tour. Après cette étape-là, si c'est un pagne on doit traiter le fil, on va chercher à traiter le fil et après créer les motifs. Après les motifs,
on va faire la délimitation des bandes. Et ensuite, ça va passer dans... après la délimitation, on va attacher le motif créé là, on va attacher le fil de chaîne là, dressé sur 2 barres de fer comme ça. On va créer véritablement le motif. Après avoir fini de créer ce motif là, on va le mettre dans le bain d'indigo. C'est après avoir fini de mettre dans l'indigo là. Vous voyez ce que les jeunes frères sont en train de faire. Ils ont créé le motif. Ils ont mis dans le bain d'indigo. Donc ils sont en train de faire sécher le fil. Une fois que c'est séché, après on va le mettre dans le peigne et les lisses. Maintenant, c'est là que le processus du tissage va commencer. Après avoir fini d'énumérer toutes ces étapes-là, je vais vous inviter au métier à tisser. Merci là-bas. Monsieur Atoumbré, tu travailles fort par ici. Hein? Mais toi, tu tisses, hein, parce que tu es le président des tisserands quand même. Je tisse. Mais tu tisses. Qui t'a appris à tisser? Est-ce qu'il y a une formation à laquelle on s'inscrit, une école? D'abord, le métier du tissage, c'est un métier qui se transmet de père en fils. Donc, étant tout petit, j'ai appris auprès de mon papa. Et je vois qu'il n'y a pas de femmes ici. Le métier du tissage est un métier réservé exclusivement qu'aux hommes. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que les hommes qui font ça? Bien sûr. Mais l'étape dans laquelle la femme intervient, c'est la filature. À ce que j'ai fait tout à l'heure avec les mamans et tout. Ça, c'est l'étape consacrée aux femmes. Les hommes ont pris le relais et puis ils font la suite du travail. Bien sûr. Explique-moi un peu le mécanisme, pourquoi il fait ces gestes, ci et ça. D'abord, comment on appelle ça? Le fil de chaîne est tenu par deux lisses. C'est-à-dire qu'il y a une partie, le fil de chaîne est subdivisé en 2 parties égales. Il y a une partie qui est tenue par la première lisse et l'autre partie est tenue par la deuxième lisse. Donc aux extrémités, en haut, nous avons une poulie. Et par le bas, nous avons 2 pédales. Lorsqu'il exerce une force au niveau de la pédale, ça crée une ouverture entre les fils de chaîne. Voilà. Et maintenant, ça, on appelle ça la navette. La navette passe entre les fils de chaîne. Maintenant, là, nous avons le peigne. Le peigne sert à damer et en même temps à peigner. Comme il est en train de faire. Voilà, à damer et à peigner en même temps le fil. Parce que au-dessus, le fil de chaîne, il y a des résidus. Voilà, donc lui, il sert à peigner et en même temps à damer le fil de la navette contre le fil de chaîne. C'est le processus du tissage. Et tout ça, ça s'appelle le métier à tisser, c'est ça? Là, c'est le métier à tisser. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Pour voir plutôt les autres pains, la multitude, les variétés de pains, je vous invite sous l'hangar d'exposition. Magnifique. Donc là-bas, ça veut dire qu'on a déjà obtenu le pain. Bien sûr, les produits finis. On va maintenant les vendre. Voilà. Super. Vous êtes monsieur le président. Voilà. On y va? On y va. Waouh, c'est magnifique les pains qu'on a. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour madame. Là, je vous présente monsieur Christophe. Il est le responsable de la vente. Donc, je vous laisse vous entretenir. Merci beaucoup, président Atoumbré. Merci beaucoup. Christopher. Oui. Alors, c'est quoi le pain qui est le plus vendu ici? Le pain le plus vendu ici, ce sont ces gammes. Ce sont les plus vendus. Voilà aussi ça. Comment ça s'appelle celui-là? Ça, c'est Atia Niadjaosu.
Là, c'est en baoulé. Voilà, maintenant, de façon littérale, c'est qu'il faut être prudent. Donc, le pagne de la prudence. Oui, oui. C'est un pagne femme ou homme? Non, c'est un pagne femme. Mais comment on fait pour savoir que celui-ci est femme, celui-ci est en homme? fonction des dimensions. Voilà, au niveau des femmes, la dimension est courte. Au niveau des hommes, la dimension est... C'est grand. C'est grand. Ça, c'est le pot de panthère. Ah oui, ça, je connais. Okay. C'est très joli aussi. Magnifique. Magnifique. Alors, comment je fais pour retrouver ce pagne-là à Abidjan? Est-ce qu'il y a un circuit de distribution qui permet justement d'approvisionner Abidjan pour ceux qui voudraient avoir ce pagne de qualité? Soit le client peut appeler le tisserand, voilà. Soit tu peux lui balancer de l'argent si vous attendez sur le prix. Si la personne finit, le tisserand finit le pagne, il s'en va déposer soit à la gare, et soit... Et tu vas récupérer le pagne. Oui. Mais il n'y a pas, je veux dire, des grossistes, des personnes qui se chargent de mettre des points de vente quand même dans quelques communes d'Abidjan? Oui, il y a des grossistes qui arrivent, qui viennent acheter et ils s'en vont aussi, voilà, ils vont revendre. Vous n'avez pas les petites camisoles, les petites robes qu'on peut porter? Oui, on a ça. Ah, ça c'est une... Oh là là, c'est magnifique. J'adore les couleurs. Comment on appelle ce pagne-là? Ça, c'est le Nakanfian. Nakanfian. Ça, c'est le paroxysme du pagne baoulé. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre pagne plus supérieur que celui-ci. Le paroxysme du pagne baoulé. Baoulé, le Nakanfian, oh là là. pagne de noblesse. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est très, très élégant. Je peux le porter? Oui, vous pouvez le porter. Bon. Je vais porter le Nakanfian, pagne de noblesse. Oui. Ah là là. Vous voyez, c'est beau. C'est magnifique. Oh là là. Là, je suis dans le Nakanfian. Il est très beau. Vraiment, Bomi Zambo, vous connaissez pagne. Comme on dit chez nous, connaisseur connaît. C'est magnifique. Oh là là. Et bien, très chers téléspectateurs, c'est dans ce très, très beau pagne, aux couleurs excellentes, que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter le savoir-faire ici, à Yamoussoukro, précisément dans le village Bomi Zambo. Le tissage de pagne, l'original, le vrai. Là, maintenant, je vais m'apprêter pour mon défi. Il s'agira de ressortir du fil à partir du coton. C'est l'étape vraiment des femmes dans ce processus de tissage du pagne. Donc, avec les moments, il va falloir que j'arrive à faire comme elles, à ressortir du fil, qui va leur permettre justement d'obtenir un pagne comme celui-ci, de Nakanfian. Ça va se savoir. Est-ce que je vais y arriver avec mes petites mains là? C'est pas évident, hein? Mais bon, suivez ce qui va suivre et puis on verra bien ce qui va se passer. Merci infiniment, Christopher. Et puis moi, je te laisse. Je vais me préparer pour mon défi. À tout de suite. Là, je m'apprête à aller rencontrer l'une des doyennes du filage du coton pour mon défi. Elle va me donner toute la matière nécessaire, me donner les techniques, la dextérité qu'il faut afin que je réussisse mon défi. Ah là là, c'est une étape très très cruciale, n'est-ce pas? Est-ce que je vais réussir d'ailleurs mon défi? Tout dépend de mon coaching. Ah, j'ai peur, mais bon, quelque chose me dit que ça va aller parce que la doyenne, c'est ma coach. Ah, ma, agneau. Yo. Ah. Maman, on m'a dit que tu es la doyenne du filage du coton. Toutes les femmes de ce village disent, elles savent faire, hein, mais toi, tu es la patronne. Donc, c'est pour ça, tu es ma coach, celle qui me montre comment on doit filer le coton de façon très, très spéciale. Donc, on commence par quoi? On va commencer par étape bénie. On commence par quoi? On commence la maman dit qu'on commence par l'étape du peignage. Il faut peigner le coton. Donc, est-ce que je peux y aller? Donc, maman, je vais faire et puis tu vas regarder si c'est bon.
C'est ça? Donc, mets-moi comment je mets? Je mets le coton dessus. Elle est en train de mettre le coton dessus. Voilà. Adébra, Jokanga. Ça. C'est pas ça? Ah, je ne dois pas tout faire. Oui. Ça. Ah, c'est comme ça, on enlève. Ça. Et puis je fais comme ça. Contrairement à ce que l'on voit, le filage du coton est très difficile. Avec la balourdise du débutant, je peine à discipliner mes doigts pour la toupie. Mais je sais que je vais y arriver. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Chez nous, on dit ça passe ou ça passe. Mais vous savez quoi, très chers téléspectateurs, je pense que... Elle dit que j'ai besoin de beaucoup de temps pour apprendre. Donc justement, ça tombe bien parce que le temps d'apprentissage m'emmène à vous envoyer cette lucarne qui est très intéressante. Et il s'agit du portrait. On part à la découverte d'une personnalité. Et oui, et la personnalité de la semaine, la voici. Avant de me retrouver pour mon défi. À tout de suite. Akoba, bienvenue chez moi. Vous êtes à la maison. James Kokobi, sculpteur ivoirien, est un artiste dans toute sa dimension. Sa présence se fait sentir dans la sphère artistique à travers la particularité de ses œuvres exposées dans le monde entier, portées par ses origines du pays gouro liées au masque. Ses œuvres, uniques comme ses techniques de sculpture, ne se limitent pas qu'à l'esthétique, mais traduisent de profondes réflexions engendrées par cette connexion naturelle qu'il a avec le bois. Couronné par des distinctions nationales comme internationales, James Kokobi revient là où tout a commencé, motivé par un besoin dévorant de transmission. James, tout commence dans une forêt, à Saint-Fra, sous un arbre où vous voyez le jour. Vous pouvez voir ça. Ça illustre ma naissance. C'est dommage que c'est derrière ce beau meuble, mais ça, c'est le chant du colibri, ça illustre tout en fait, c'est mon enfance là. Ouais, effectivement, je suis né dans la forêt. Vous ressentez donc naturellement une connexion avec le bois? C'est le bois qui m'a attiré vers lui. Je suis un sculpteur sur bois et donc tout naturellement, là où il y a le bois, c'est ma source. Je vais vers le bois. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus vers l'arbre avant d'aller vers le bois. Parce que c'est de l'arbre qui vient le bois. L'arbre, c'est la vie. Et le bois, c'est la matière. Justement, James, comment on arrive en tant que jeune Africain, plus précisément ivoirien, diplômé de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, a réuni tous ces continents autour de son œuvre? Mais parce que je suis parti avec un gros bagage. Ici, on pense que la formation, on l'acquiert seulement à l'école. Non, tu vas à l'école, après tu prends le bus, et quand tu prends le bus, tu traverses une couche sociale. En tant qu'artiste, quand tu prends le bus, il ne faut pas être seulement un passager, il faut être un observateur. Et donc, quand je prenais le bus 83 pour aller à Yifougon, j'étais à la cité universitaire, je regardais toute la couche sociale. Je dessinais même le chauffeur de bus, je le dessinais. Et donc, j'ai pris avec moi toute la couche, j'ai écrit un livre pictural sur la Côte d'Ivoire, on est parti. Et quand je suis parti, j'étais déjà avec toutes les frustrations qu'on a ici. J'ai eu beaucoup de frustrations ici avant de partir. Et les frustrations font partie de la vie d'un artiste. Un artiste qui n'est pas frustré, ce n'est pas un artiste. Arrivé à l'école des arts de Düsseldorf,
tu n'as plus de professeur. Tu as un professeur qui est qui a un nom sur la classe, mais qui n'est pas là. Qui vit ailleurs. C'est toi qui te force. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, avec ce bagage, le bagage avec lequel je suis parti de la Côte d'Ivoire, il était tellement intense qu'il n'y a rien qui... Et donc, ce que j'ai montré là-bas, les gens... Vous savez que l'Allemagne a été le premier pays dans le monde à découvrir l'art de la Côte d'Ivoire. Ça, vous ne le saviez pas, peut-être vous le saviez. Parce que peut-être que vous le saviez. Je fais des choses selon moi, mes ressentis. Je ne suis pas parti pour conquérir un monde. Je ne suis pas parti pour devenir... Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle célébrité. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle être un grand artiste. J'étais juste animé par la chose artistique. J'ai fait des... Et ça a stimulé les gens. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est les autres qui ont dit que c'était bon. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'était bon. C'est les autres qui ont dit que c'était bon. Donc, ils m'ont envoyé dans le monde. Et donc, vos œuvres particulières attirent l'attention forcément. Et vos méthodes aussi sont particulières. Parce qu'elles sont innocentes. Elles sont dépourvues de prétentions, d'orgueil. Oui. J'ai découvert le bois, qui est un matériau très noble, le bois, qui accepte, qui se tait, qui collabore, qui te demande « tu veux quoi ?» Quand tu lui expliques ce que tu veux, il te donne. Et c'est comme ça que, sans prétention, je découvre le bois et il me donne. Parce que je partage l'histoire du bois avec mon histoire. Nous deux, chacun vient avec. Lui, il a sa consistance, ses caprices. Et moi, j'arrive avec mes audaces, mes prétentions. Mais ça s'arrête là, quand le bois se présente toi, tes caprices, tes prétentions, tes audaces s'arrêtent là. Il faut laisser tout tomber, ces carapaces, prendre l'humilité, prendre l'habit de l'humilité et rentrer dans le bois. Il te donnera tout. Et c'est ainsi que je rentre dans le bois. Et donc, ce que le bois me ramène, nous deux, nous sommes complices et on dit, on va le présenter aux autres. James, vos œuvres sont particulières comme vos méthodes. Votre choix se porte sur les couteaux, les tronçonneuses et même le feu. Ouais, je travaille à la tronçonneuse. Cette méthode m'est tombée dessus. Moi, je suis né à Saint-Fra quand les gens venaient pour abattre les arbres et ils utilisaient la tronçonneuse. Et j'arrive à l'école des Beaux-Arts, on reçoit la visite d'un Allemand qui travaille avec une tronçonneuse pour sculpter. Chez moi, je suis issu du peuple Gouro qui a une société régie par les masques. Les masques se taillent au couteau et aux herminettes. Et le gars, il arrive et puis il travaille à la tronçonneuse. Et j'ai rien compris. Mais il me l'a appris. 3 ans durant, il m'a appris à travailler. Donc la tronçonneuse est devenue pour moi le crayon. Et le feu est arrivé plus tard. J'étais ignorant de ce que le feu peut le faire. C'est à l'Académie de Düsseldorf que j'ai découvert le feu. Le feu existait chez nous avant que je parte, mais je ne savais pas que le feu, artistiquement, pouvait aider à consolider l'idée. Et donc, un jour, en 2000, justement, l'œuvre dont je vous parle, qui s'appelle Diaspora, cette œuvre je l'ai réalisée dans le peuplier. Le peuplier, c'est un bois très blanc. Et donc, j'ai réalisé dans le peuplier. Et quand, un jour, à la porte ouverte sur l'académie, en février, mon professeur, il arrive des États-Unis, parce qu'il habitait à L.A., il arrive et puis voit dans sa classe des colonnes comme ça. Il dit, qui a fait ça? Et sa voix, Klaus Rink, il avait une voix, qui a fait ça? Ça vient de ma classe, ça? Et on dit, j'ai dit, c'est moi, monsieur. Il dit, viens me voir. C'est pas fini, ton œuvre. Je dis, wow, moi j'ai fini de sculpter. Il dit que c'est pas fini. Il dit, ça a la présence, mais ça n'a pas la force. Fou, qu'est-ce que je dois faire?
J'ai dit, bon, écoute, moi, j'ai travaillé, j'ai fait une partie de ma vie en Australie, chez les aborigènes. Et les aborigènes, ils travaillent avec le feu et l'eau. Ils font la peinture avec le feu. Et toi, tu sais que tu viens de l'Afrique? J'ai dit oui. Il dit, j'ai appris aussi que chez vous, là-bas, on fume les sculptures. Le feu existe aussi dans votre sculpture. Alors, je me suis rendu compte que les aborigènes et les Africains, ils ont une culture. Ils partagent le feu. Mais pourquoi toi, tu fais un bois blanc comme ça, là? Et si tu le brûlais? Je dis, professeur, tu vas brûler ma sculpture? Je ne sais même pas. Elle dit, mais brûle. Wow. Mais brûler comment? Je ne savais pas. Et donc, je me renseigne. Et donc, je vais sur, en ce moment, l'Internet n'est pas encore, mais donc je vais dans mes recherches, on a une bande de recherche, et j'ai découvert David Neige. C'est un sculpteur allemand, anglais, David Neige, qui met du feu à sa sculpture, et pour faire une performance, il laisse trimballer avec la flamme, et puis ce qui arrive, arrive. Et donc, je vois David Neige, comment il brûle. J'ai vu que David Neige utilisait des chalumeaux. Et donc, je vais dans les magasins, je m'achète un chalumeau. Puis je brûle avec peur, parce que pour moi, le feu, ça détruit. Mais quand j'ai commencé à brûler ces sculptures, ce qui sortait, j'ai vu que la vie sortait. Le feu ne détruit pas, le feu aussi donne la vie. J'ai compris après pourquoi nos parents brûlent une partie d'une forêt. C'est pour régénérer le sol. Et donc, quand tu brûles la sculpture, une autre vie sort. Quand j'ai fait ça, quand j'ai brûlé cette sculpture, j'ai découvert l'art. Votre art est reconnu donc à l'international? Je suis parti en Chine, au Japon. Là où je n'ai pas encore été, c'est en Australie. Et vous recevez plusieurs prix et distinctions? Je reçois beaucoup d'amitié. Beaucoup d'amitié. Beaucoup d'amitié. C'est plus fort qu'un prix. Le prix, c'est une institution. L'amitié, elle est énorme. Vous quittez donc la Côte d'Ivoire à 29 ans pour l'Allemagne, James, et vous revenez définitivement à 60 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce retour? Parce que j'ai fini avec une histoire et je viens recommencer une autre. Quand j'étais presque allemand, et j'ai mis du temps à reconnaître que je ne suis pas allemand. J'ai partagé avec beaucoup de jeunes et de gens vieillards, jeunes, comme toute couche sociale. Ils m'écoutent, mais ils n'en ont pas besoin. Je suis revenu pour donner à ceux qui en ont besoin. Quand je suis arrivé ici, en 2008, avec mon art, j'ai vu la réaction des jeunes, avec professeur Yacouba Konaté. J'ai vu comment les jeunes avaient faim du savoir. J'ai vu qu'ils avaient besoin. Quand j'ai été appelé à l'INSAC pour donner des connaissances, mais j'étais abondé. Il y a eu 240 étudiants qui ont vidé les salles pour venir dans mon atelier. Parce que les gens, ils ont besoin de ça. Et ça m'a tellement fait plaisir de savoir que, enfin, je donne à des gens qui en ont besoin. Voilà pourquoi je suis venu. Parce que, qu'est-ce qui me reste? Vivre. Je vis, mais je n'existais pas. Donc moi, entre la vie et l'existence, moi, je prends l'existence. Donc je suis venu exister. Exister, c'est stimuler. C'est faire des rames, c'est vibrer. La vie, c'est là. Je vis, c'est la stabilité. Je suis stable, je vis, mais tu n'existais pas. Et donc, je suis venu exister en Côte d'Ivoire. Nous suivions à l'instant le portrait de la semaine et comme annoncé, je suis dans une nouvelle tenue pour marquer l'importance de cette étape. Il s'agit de mon défi
Oh là là, mes doigts là tremblent comme ça d'inquiétude. Est-ce que je vais réussir? Et là, j'ai toutes les mamans autour de moi. J'ai même ma coach qui est là, qui me suit de près. Est-ce que je vais réussir mon défi, maman? On se va chauffer, hein? Je vais commencer le filage par mettre le coton sur le peignoir. Voilà. J'étale le coton pour mieux le peigner. Voilà. Je le peigne tout doucement comme ça. Assez de souplesse pour y arriver. Comme ça maintenant. Voilà. Voilà. Comme ça. Alors j'ai obtenu mon coton. Je vais maintenant, à partir de ce coton, obtenir le fil. Donc, c'est l'étape avec la toupie. Voilà. Je mets le fil comme ça. Voilà. Je tourne au fur et à mesure. Comme les mamans me l'ont dit, il faut éviter d'avoir les mains moites, donc d'où l'importance de la cendre. Ça, c'est l'étape fatidique. Attention. Ouais, mon coton, comment est-ce qu'il est devenu? Je dois maintenant bien l'enrouler. Ma fille est venue, elle a travaillé, elle a bien travaillé. Tout ce que je lui ai appris, elle a su tout faire. Donc, applaudissez pour elle. C'était laborieux, mais j'y suis arrivée. Grâce à ces mamans, je peux rajouter une corde à mon arc, celle de la fileuse de coton amatrice. Un sentiment de complétude m'envahit. Je suis très heureuse pour ces moments agréables que j'ai passés. Mami ama befwe wambe yo. Wambe yo. Mami aya befwe wambe yo. Wambe yo. J'ai réussi mon défi. J'ai réussi à obtenir du fil à partir du coton. J'avoue que ce n'était pas facile. J'ai pris beaucoup de temps à apprendre. Au-delà de ce que je vous ai montré à la caméra, ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai réussi. Oh là là, je suis trop contente. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Alors la mémé a dit que pour le fil que j'ai réussi à obtenir, voici le pagne qu'on peut avoir à partir de ce fil-là. Ce pagne-là, comment on appelle ça, mémé? Baoulé tani. Baoulé tani. Voilà. Voici le pagne baoulé qu'on obtient à partir de ce fil que j'ai fait. N'est-ce pas que merveilleux? Alors, mon défi réussi, je vous envoie, très chers téléspectateurs, là maintenant, l'insolite de la semaine. Un lieu exceptionnel à découvrir, non pas un lieu, un festival inédit à voir ici en Côte d'Ivoire. Absolument à découvrir, regardez.
Aujourd'hui, ce sont les vrombissements des engins à 2 roues qui donnent le ton de l'insolite de la semaine. Ici, le décor est mécaniquement biker. Bienvenue au IBF, l'Ivorian Bikers Festival, le festival ivoirien de moto. Une plateforme unique pour offrir à tous les passionnés de la moto d'ici et d'ailleurs de vivre leur passion et surtout de la faire partager à un public qui n'en demande pas plus. Vu la beauté du bitume et l'immensité des espaces à Yamoussoukro, ce n'est pas du tout étonnant de retrouver ici ce festival qui attire beaucoup de monde. Le Festival ivoirien de moto est un festival organisé par Black African Riders. Pour cette 2e édition, les organisateurs ont mis les bouchées doubles afin de ravir les professionnels et amateurs de moto. Au programme, le concours de la moto la plus rapide, celui de la moto la plus lente, le concours de la plus grande mobilisation, le wheeling, cabrement moto au freestyle, ainsi que de belles animations tout au long du festival. Cette année, c'est le Burkina Faso qui remporte le prix de la meilleure mobilisation. Et oui, c'est dans cette pétarade entre vrombissement de moto et sensation absolue de liberté du motard que ce numéro de votre magazine de découverte inédite Viens chez moi à Yamoussoukro s'achève. J'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter ce numéro, à venir chez vous, toujours explorer, aimer, toujours plus haut, toujours plus fort notre magnifique Côte d'Ivoire. Alors là, je pars à moto, démarrer ni moto, moto de qui ça? On se dit à bientôt pour Viens chez moi.